Bonjour à tous et bienvenue dans cette troisième rétro-critique consacrée à la saga Fast and Furious. Et donc aujourd'hui on va parler de Fast and Furious Tokyo Drift. Ce film marque un tournant dans la saga Fast and Furious parce qu'on retrouve aucun membre du casting originel. Là où dans le 2, Paul Walker continue l'histoire de son personnage, là vraiment on ne connaît plus personne. Bah il reste que les voitures en fait. Parce que j'ai l'impression que c'est un peu ça qui fait la marque de Fast and Furious. C'est le fait que ça tourne autour de voitures. Donc dans ce film, le héros s'appelle Sean Boswell. Et il est incarné par une huître inexpressive du nom de Lucas Black, qui apparemment est comédien, mais j'ai pas eu l'occasion de me rendre compte dans ce film. Alors il est supposé incarner un ado de 17 balais, et clairement il a pas 17 balais. Alors il y a des fois ça me dérange pas, et là, bah je sais pas, j'avais pas envie d'y croire. Le film s'ouvre sur une séquence alternant entre ralenti et vitesse accélérée pour nous présenter la journée typique de Monsieur Shaw. Monsieur Shaw c'est un mec qui a pas de potes, qui aime bien tripoter les bagnoles, et qui se mouille pas pour les petits gros qui se font harceler. Non, Sean c'est vraiment le mec qui aime bien rouler des mécaniques, conduire des vieilles bagnoles, mais sa plus grande passion, c'est de chourer les meufs des autres. Le mec va passer tout le film à essayer de draguer des meufs qui ont déjà des petits copains. C'est d'ailleurs en draguant la meuf de ce magnifique cliché, qui est juste le quarterback hautain et riche de lycée américain, que l'histoire va commencer, donc il drague la meuf, et il se retrouve embarqué dans une course totalement improbable. Je dis improbable parce qu'il parie la copine du quarterback. Mais donc il gagne quoi le quarterback dans l'affaire? S'il gagne, il reste avec sa copine, et s'il perd, il doit l'offrir en trophée à Sean. Ouais, déjà, il doit offrir sa meuf comme un trophée, enfin, c'est totalement sexiste et beauf, mais bon, passons, et d'ailleurs, bon, passons ces motivations débiles pour nous concentrer sur cette fameuse course. Et faut avouer, cette course a vraiment de la gueule. Ce film est réalisé par Justin Lin, c'est le réalisateur qui fera aussi Fast and Furious 4, 5 et 6, donc on peut considérer que c'est lui qui a totalement ressuscité la saga. Et faut avouer qu'avec les voitures, il sait y faire le bougre. Déjà, le décor de cette première course est déjà un très bon point. Un complexe de lotissement en construction. Alors déjà que c'est crédible, de plus, graphiquement, bah ça a vraiment de la gueule. Et maintenant, fini les effets numériques et autres déformations pour faire ressentir la vitesse. Maintenant, on filme les voitures dans des belles manœuvres de pilotage. Un retour aux sources de ce que c'est de filmer une course de bagnole. Bon, par contre, je comprends pas pourquoi les deux voitures vont exactement à la même vitesse à ce moment-là, alors que clairement la voiture du quarterback elle est plus rapide. Mais par contre, j'aime beaucoup ce plan. Donc finalement la course se finit mal pour tout le monde et Sean se retrouve au poste de police. On découvre que c'est un gamin à problème et que ce coup-ci c'est le problème de trop. Donc plutôt que d'aller en prison, le film fait une jolie transition visuelle et Sean se retrouve dans un avion direction le Japon. À Tokyo, il se retrouve à aller vivre avec son père, qui quand il ne couche pas avec des jolies japonaises, est apparemment un membre de l'armée américaine, parce que c'est marqué sur son t-shirt. Une fois au Japon, le film va mettre en place une intrigue totalement dénuée d'intérêt. Sean va au lycée, et il est d'ailleurs supposé galérer pour aller au lycée, puisqu'il arrive en retard, mais honnêtement, dans la séquence d'avant, on le voit pas galérer. Enfin, galérer pour trouver une adresse au Japon, c'est quelque chose... c'est autre chose que ça, quoi, parce que t'es dans un pays, tu peux pas lire, tu comprends rien à ce que les gens disent. Là, c'est absolument pas bien montré, je trouve. Donc bref, une fois en cours, il flash sur cette jolie demoiselle, parce qu'elle est pas japonaise, j'imagine. C'est une gaijin. Et il se lie instantanément d'amitié avec un autre gaijin. Attention, subtilité quand tu nous tiens, parce qu'il a un volant accroché à son sac à dos. Donc après ça, on a une séquence plutôt sympa avec Twinkie, qui est donc son nouvel ami, qui va chercher sa voiture dans un des parkings futuristes de Tokyo, où les voitures défilent les unes après les autres, et donc on a un certain suspense sur quelle est la voiture de Twinkie, pour finir par être une espèce de grosse caisse à savon, grosse caisse à savon verte, toute dégueulasse. Donc Twinkie embarque Sean dans un des parkings où il y a des courses d'organiser. Là, on retrouve l'esprit Fast and Furious, là. Coïncidence de cinéma, à la course, il y a Nila, la jolie gaijin sur laquelle il a flashé. Et donc, il va la brancher vite fait. Le problème, c'est que Nila, elle a un copain. Elle a un copain qui s'appelle DK, alias King Drift. Donc bref, rebelote avec la situation du début, il va passer tout le film à essayer de chourer la copine de DK. Donc les deux mâles se livrent un combat de coq devant la demoiselle, mais Sean aimerait bien lui clouer le bec, le problème c'est qu'il a pas de voiture, et là, arrangement du scénario, un mec, Anne, l'associé de DK, débarque et propose son véhicule à Sean pour qu'il puisse défier DK dans une course pour voir ce qu'il vaut. Le mec est quand même super confiant, quoi. Il prête sa bagnole à un mec qu'il a jamais vu, un mec qu'il connaît pas, pour faire une course dans un parking. Ouais, faut pas avoir peur pour sa caisse quand même. Alors Sean découvre qu'ici on fait des courses de drift, et lui le drift apparemment il maîtrise pas du tout, mais alors quand je dis pas du tout, c'est que le mec se tape tous les murs, quoi. T'as l'impression d'avoir un gamin de 6 ans qui sait pas jouer à GTA, quoi. C'est aberrant à quel point il est nul. Encore une fois, la séquence est vraiment bien filmée, Justin Lin arrive très bien à faire ressentir la maîtrise qu'a DK dans les drifts. Il y a vraiment des plans où il passe à 3 cm du mur, c'est assez impressionnant. Par contre, je trouve qu'il charge beaucoup trop la mule sur le côté. Sean ne sait pas faire des drifts, quoi. Enfin, le mec a déjà conduit une voiture dans sa vie, on sait qu'il maîtrise des bagnoles, il peut pas conduire aussi mal, quoi. Enfin, c'est pas comme s'il conduisait sur de la glace non plus. Là, t'as l'impression que le mec a désappris à conduire d'un coup comme ça, quoi. Donc après avoir été humilié comme une merde, Cho repart tout seul comme un boulet. Je vais pas vous expliquer toute la storyline avec le père qui est inintéressante et super cliché. Étrangement, Sean se lie d'amitié avec Anne, le mec qui lui avait passé sa voiture, à qui il a rendu une épave. Le mec persévère dans l'amitié, c'est bien. Anne apparemment découvre le potentiel confiance de Sean lors d'une conversation sur un stade de foot à Shibuya qui n'a
La conversation n'a ni queue ni tête. Bref, et il décide de lui enseigner le drift. Tout en lui montrant les endroits cool de Tokyo, avec cette scène dont le plan n'est pas du tout plagié, inspiré, hommage aux affranchis de Scorsese. À partir de là, on a 30 minutes qui sont vraiment sur des rails, avec toutes les scènes auxquelles on peut s'attendre. L'entraînement au drifting, la dragouille avec Nila, la consolidation de l'amitié entre Twixie et Shaun, la consolidation de l'amitié entre Anne et Shaun, et l'accentuation des tensions entre Shaun et DK. Et donc après cette demi-heure que j'ai trouvée extrêmement pénible, parce qu'elle est déjà vue, revue, déjà vue cliché de je sais pas quoi, on a un personnage sorti de nulle part, qui est l'oncle de DK, qui vient révéler qu'en fait, Anne, eh ben, il l'a arnaqué depuis le début. Donc là, ça commence un peu à s'exciter, DK va aller s'expliquer avec Anne, bon, il va s'expliquer avec un flingue braqué sur lui, il a deux doigts de lui exploser la gueule, mais finalement, ça part en course-poursuite, et là, faut avouer que la course-poursuite est dantesque. Entre les zigzags en plein trafic, les virages drift au milieu des autres bagnoles, un gros accident bien violent, et le climax avec un triple drift au milieu du carrefour de Shibuya entouré de milliers de personnes, franchement, cette course-poursuite a vraiment de la gueule. J'ai été surpris de voir une scène de cette envergure dans ce que je croyais être une série B direct ou DVD super cheap. Donc cette course-poursuite est probablement la meilleure course-poursuite des 3 premiers Fast and Furious. Et je pense que c'est pas probablement, c'est haut la main la meilleure. C'est dense, c'est réaliste, on y croit, c'est bien filmé, c'est bien monté. Là-dessus, il n'y a pas photo, Justin Lin a du talent pour filmer les courses-poursuites en bagnole. Et la course-poursuite finit par Anne qui explose. Alors là, je peux vous dire, pour un mec comme moi qui a juste vu Fast and Furious 5, j'ai pas compris. Parce que le mec est dans Fast and Furious 5, et alors là, j'ai plusieurs théories qu'on germé dans mon esprit. Il y a eu la théorie des jumeaux. Peut-être qu'en fait, c'est le frère jumeau de Han qui revient pour venger son frère, je sais pas quoi. La théorie du futur. En fait, Fast and Furious Tokyo Drift, c'est dans le futur de tous les autres Fast and Furious où il y aura le personnage de Han. Et la théorie du scénariste en manque d'idées qui a besoin de faire revenir un personnage que le réalisateur et que le public apprécie. Donc qui fait tout simplement ressusciter un personnage. Ça s'est vu dans plein d'autres films, hein, donc ce serait pas une première. Donc après la mort de Han, Twinkie apprend à Shaun que Han avait laissé de l'argent dans la voiture de Twinkie et que grâce à cet argent, il peut aller rembourser DK de l'arnaque qu'avait fait Han pour que DK laisse Shaun tranquille. Je crois que j'ai bien tout compris, c'est ça? Ouais. Donc Shaun va rendre l'argent à DK, et il est pas vraiment d'accord, DK, il trouve ça trop simple, enfin son oncle surtout, et Shaun propose de régler l'affaire avec une course. Et donc là, on est de retour dans la situation du début où l'enjeu de la course n'a pas de sens. Qu'est-ce que DK a y gagné? Je ne comprends pas. Shaun arrive avec de l'argent, et donc, qu'est-ce qu'il gagne DK s'il gagne la course? Rien de plus. Sauf qu'il aura un peu plus humilié un mec dont il en a rien à foutre. C'est comme dans le premier, quoi. Il n'y a que Shaun qui a quelque chose à gagner dans cette course. C'est un peu con. Donc avant la course, on a le droit à notre ultime montage. Shaun utilise le moteur de la voiture qu'il avait pourri dans la première course sur le parking, et la combine avec la carcasse d'une vieille voiture de son père. Oui, parce que son père, maintenant, il l'a pardonné, il s'entend bien avec lui, parce que rien de mieux qu'un flingue braqué sur la tempe de ton fils pour te redonner un instinct paternel, quoi. Il avait besoin de ça, le papa. Le montage est terminé, place à la dernière course, l'ultime confrontation. Alors dans cette ultime course, il y a quelque chose qui m'a fait vraiment me pisser dessus de rire, il m'en faut peu, vous allez voir. Les spectateurs regardent la course sur leur téléphone portable. Alors là, mon cerveau, il a totalement capoté. Mon cerveau a capoté parce que le concept nous est introduit par ce plan-là.
Donc on comprend que la caméra rentre dans le téléphone, elle filme la course, elle ressort dans d'autres téléphones. Donc bref, on comprend qu'ils regardent tous la même chose sur leur téléphone et que c'est la course. Mais je comprends pas. Pourquoi dans leur portable il y a des vidéos de la route qui défile? Qui filme ça à ce moment-là? Je ne comprends pas. Bon ok, je comprends le principe, c'est vraiment juste pour nous faire comprendre qu'ils vont tous regarder la même chose sur leur téléphone. Très bien. Et on imagine que ce qu'ils vont regarder dans leur téléphone portable, c'est toutes les vidéos que les gens filment sur le moment. Et je me dis que ce serait vraiment une application qui serait hyper intéressante de pouvoir faire un espèce de diffusion live, montage de plusieurs téléphones qui filmeraient un même événement. Enfin, ce serait vraiment un truc cool à faire, mais je crois que ça n'existe pas. Mais le truc qui m'a vraiment fait marrer dans cette séquence, c'est que la séquence est de nuit, et leur portable date de 2006, donc n'essayez pas de me faire croire que la qualité d'image qu'ils peuvent filmer est ça, quoi. Non, là, c'est pas possible. Avec un téléphone comme ça de nuit, t'obtiens au mieux ça comme image. Non, parce que déjà qu'avec un iPhone 7, c'est galère, mais voilà, enfin donc bref, donc ce procédé m'a fait marrer parce que ça essaye de pallier un problème que le 2 avait là, avec la course où personne, il n'y a pas de spectateurs et tu comprends pas pourquoi il y a une course. Donc ils essayent de régler ce problème, mais au final, ils en créent tellement plus en étant totalement aberrants, totalement incohérents. Enfin, ce principe de filmer avec les portables, c'est un petit détail, mais je trouve ça hilarant de non-sens, quoi. C'est vraiment que le réalisateur dit « Non, mais ils réfléchiront pas, le public. Ils feront pas attention au fait que c'est absolument pas crédible ce que je leur raconte. » Bon allez, j'arrête d'enculer les mouches là-dessus, et je vais parler un peu de la course. Encore une fois, c'est bien filmé, du vrai bon pilotage à l'extrême. Il y a toutefois quelques plans que j'aime bien ce plan qui part du bord de la route, qui traverse des arbres et qui retrouve les voitures un peu plus loin. Bon, c'est vachement CGI, effets spéciaux, mais honnêtement, j'aime bien ce genre de plan. Donc, encore une fois, Justin Lin prouve qu'il est vraiment très bon à filmer des courses de voitures. Mais le reste, par contre, c'est pas ça. Évidemment, Shaun gagne la course parce que Dickie rate un virage et il se retrouve à dévaler toute la colline en faisant des tonneaux avec sa voiture et de s'éclater comme une merde sur le bord de la route. Et là, on a le droit à une tentative de suspense, mais totalement improbable, avec l'oncle qui est là à foutre la pression, genre... Qu'est-ce que je vais te dire? Allez, t'es libre. Cette pression, mais qui a pas de sens, quoi. Donc bref, Shaun se retrouve à gagner, et il peut, au passage, récupérer la fille. Et oui, il a gagné à la fois la course, et par conséquent, la fille. Oh, trop de chance, Shaun. Et le meilleur est à venir parce que Shaun est devenu le nouveau DK, le nouveau Drift King de Tokyo. Et apparemment, quelqu'un veut le défier. Et là, c'est Vin Diesel, alias Dominic Toretto. Putain, mais ça... Peut-être qu'ils vont revenir dans le Fast and Furious 4, alors peut-être que Vin Diesel sera de retour. Je vais avoir hâte de regarder le 4, là. Bref, au final, j'ai moins bien aimé ce film que les deux précédents pour plusieurs raisons. Alors la première, c'est les personnages et principalement le héros que je trouve absolument pas attachant. Ce personnage est un con, insipide, et qui fait jamais rien pour me donner envie de l'apprécier, quoi. Il passe son film à vouloir sortir avec des filles qui ont déjà des petits copains. Il galère grave à apprendre le drift, t'as l'impression que c'est un tocard au début. Et il a jamais de réel moment de bravoure. Autant dans le premier, Paul Walker, il y a vraiment des moments où il dépassait des limites et il faisait des choses où tu te dis putain mais ce mec a peur de rien. Là, le personnage de Shaun, bon ok, d'un coup il se met à bien conduire, mais ça va pas plus loin quoi. Et alors le comédien qui l'interprète, mais qu'est-ce qu'il est mou, qu'est-ce qu'il a pas de charisme, c'est horrible. Enfin le mec a deux expressions, il a soit des regards sérieux, soit des sourires niais. Bref, je déteste ce personnage et j'espère bien qu'il sera pas dans le 4. Hein. Les autres personnages, c'est pas beaucoup mieux, hein. On a le pote cliché du comic relief pas drôle, qui est beaucoup trop gentil et bon, pourquoi t'es là mec, enfin, Et Nila qui a aucune personnalité, et la comédienne elle fait que minauder là pendant tout le film, jeter des regards hyper profonds à chaque fois, oh, c'est horrible. Dickie c'est pareil, c'est un énorme cliché de bully slash, c'est genre le quarterback du début mais mis dans un yakuza japonais. Et le seul qui est cool c'est Anne, donc c'est pas anodin qu'il soit dans le 5 parce que c'est vraiment le seul personnage qui est un peu sympa. Mon deuxième problème c'est l'histoire, donc après nous avoir fait un remake de Point Break avec le premier, un espèce de body movie totalement what the fuck à Miami avec le deuxième, là, ils nous refont juste un espèce de Karate Kid, quoi. C'est exactement le même déroulé. Donc fatalement, c'est super prévisible et sans aucune surprise. Ça manque vraiment d'une dimension autre que juste des petites querelles de lycéens qui se piquent leurs copines, quoi. Car le côté arnaque, gang de Yakuza, là, ça fait tellement artificiel, tellement fictif que, c'est absolument pas crédible pour moi. Et le troisième problème, pour moi, c'est le ton du film. Autant le premier, il était sérieux, mais il y avait un côté, l'enquête de policier qui imposait ce sérieux. Le deuxième, pour moi, il est totalement what the fuck, donc c'est plutôt rigolo. Là, le film est encore plus sérieux que le premier. Le problème, c'est que les enjeux sont pas du tout à la hauteur de ce sérieux, je trouve. On est clairement dans l'histoire la plus légère. Enfin, il n'y a pas d'enquête de police, il
Y a pas, les problèmes ça reste des petites histoires de cœur, des petites histoires de je veux te piquer ta copine, mais on est dans une espèce, tout le monde est tellement premier degré que je trouve que j'ai pas du tout adhéré à l'ambiance. En plus d'avoir des trucs totalement ridicules, quoi. Enfin, il y a quand même Anne qui te fait une leçon sur la confiance, en mode ouais, cherche des gens de confiance, alors que le mec est un traître, et c'est jamais remis en question, quoi. Après, t'as la phrase de Nila, qui te fait genre ouais, on venait ici avant quand on était jeune, on conduisait toute la nuit. Meuf, t'as 17 balais? T'as même pas l'âge d'avoir ton permis de conduire au Japon. D'où t'as été jeune et tu venais conduire ici avant? Enfin, ça n'a pas de sens. Soit vos personnages, ils ont 25 ans et ils sont à la fac, ouais, à la limite. Mais les faites pas au lycée raconter des histoires en mode ouais, quand on était jeune avant. Ça, c'est débile. Et ce groupe de Yakuza, là, totalement cliché, là, avec la batte et tout, là, je trouve ça m'a fait marrer parce que c'est pas fait pour être drôle. Enfin, tu sens que le mec, il est vraiment sérieux, quoi, Justin Lin là-dessus, quoi. Après, faut rendre à César ce qui est à César. Le film est vraiment bien filmé, surtout dans les séquences de voiture. Là-dessus, le mec a vraiment une réelle maîtrise et un réel amour pour ses poursuites de bagnole. Mais sorti de ça, il y a vraiment pas grand chose à se mettre sous la dent. Même le Japon et Tokyo n'intéressent pas vraiment le réalisateur. Le mec est taïwanais, tu sens qu'il filme pas le Japon avec un dépaysement, comme pourrait l'avoir un réalisateur américain qui vient filmer le Japon. Enfin, la séquence où le mec va au lycée, c'est preuve que le mec n'en a strictement rien à foutre du côté gaijin perdu dans le Japon, parce que t'as quand même des interactions intéressantes quand t'es perdu au Japon et que tu sais absolument pas comment tout marche. Le mec achète son ticket de métro tranquillou, il arrive à l'école tranquille. Non, mec, au Japon, t'as pas de numéro de rue. Les rues, les adresses, c'est pas comme en Occident. Donc rien que ça, c'est intéressant. Enfin, et je trouve qu'il n'y a pas du tout le côté dépaysement, c'est vraiment accessoire. Donc il te filme Tokyo, parce que c'est une jolie ville à filmer, surtout la nuit. La poursuite en voiture marche très bien dans Tokyo, avec toutes ces lumières néons. Shibuya, il aime beaucoup ce carrefour, très bien. Mais je trouve qu'il n'y a pas le côté culture. Alors, à un moment, il va rechigner sur de la bouffe. Il va faire genre, oh, et finalement il va goûter, il va dire, c'est bon. Mais tu vois, c'est tout. Je trouve que ça aurait été une dimension intéressante. Tu prends un Américain moyen qui a jamais vécu de sa vie au Japon, tu le fous au Japon, il y a quand même une petite partie de ton film qui peut raconter quel choc c'est, quoi. Après, c'est pas le sujet du film, mais je trouvais ça intéressant. Et là, c'est totalement exclu du film. Donc au final, on se retrouve juste avec un espèce de Karate Kid super premier degré, où certes les voitures sont bien filmées, mais où les personnages sont pas intéressants, pas profonds, pas attachants. Donc je vais lui donner la note de 2 masques sur 5. Pour moi, c'est le moins bien des 3. Malgré des qualités graphiques visuelles indéniables, je trouve qu'il n'y a pas le fun et l'attachement que j'avais pour les 2 premiers, quoi. Il n'y a pas le badass de Vin Diesel et Paul Walker qui fait quand même le taf. Là, quand je vois l'autre mec, je me dis que Paul Walker faisait vraiment le taf. Et dans le deuxième, il y avait un côté délire, un côté n'importe nawak, quoi. Là, c'est beaucoup trop sérieux, beaucoup trop plombant pour des enjeux de merde qui sont pas cohérents, quoi. Donc voilà, écoutez, c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à vous partager, non, pas vous, à partager la vidéo. Voilà, on se retrouve très vite pour la critique de Fast and Furious 4, que je n'ai jamais vu, et là je pense que ça va être le retour de la saga dans ce qu'on est en train de bouffer tous les ans, presque, avec ces Fast and Furious totalement aberrants, hyper gargantuesques. Et ben on verra. On verra si Justin Lin filme toujours aussi bien les voitures, on verra s'il arrive à créer des vrais personnages ce coup-ci, avec le retour de l'équipe de base. Voilà, écoutez, c'est tout pour cette vidéo, et on se retrouve pour une prochaine rétro-critique, et d'ici là, bonne toile!